Merci beaucoup d'être venus si nombreuses et si nombreux ce soir pour une soirée conférence qui, je pense, va changer le cours de la vie de pas mal de gens. Il y aura un avant et un après. Moi, je suis très, très excité. Ça fait des mois que j'attends d'entendre Jean-Pierre nous parler de l'état du monde, de l'histoire de l'Eco Economicus et du travail passionnant que Coboom a fait sur la prospective Québec 2040. Alors, je suis vraiment ravi que vous soyez toutes et tous ici pour vivre avec nous cette grande soirée. Donc, je suis Julien Galtier, je suis cofondateur et administrateur de l'OBNL Masse Critique. Et j'en profite pour saluer tous les membres du comité de direction qui sont présents dans la salle ce soir. Je suis également consultant en adaptation des entreprises et notamment de transformation des modèles d'affaires en modèles d'économie circulaire et d'économie de la fonctionnalité avec mon associé Robert qui est là également. Et puis coach au sein de l'accélérateur Espacing. J'ai aussi beaucoup de collègues Espacing dans la salle ce soir. Alors, merci à tous d'être là. Donc, autant vous dire que pour moi, là, le sujet de l'état du monde et l'impact sur les entreprises et ce qui nous attend Québec 2040, c'est des choses qui me passionnent depuis des années et des années. Et je trouve que le travail de prospective qui a été fait par Coboom à l'automne dernier est vraiment incroyable parce qu'à la fois, il s'appuie sur une recherche scientifique, académique, l'équipe Coboom va nous en parler, mais ça a été traduit par des auteurs en nouvelles. Donc ces scénarios ont été rendus très 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 accessibles à tout un chacun. C'est mêler ce travail vraiment très rigoureux, très scientifique, avec la culture, avec un travail artistique pour le rendre le plus accessible possible au plus grand nombre, que je trouve extrêmement intéressant et qui est également au cœur du travail de l'OBNL Masse Critique, qui, comme vous le savez peut-être, provoque la transformation de l'industrie du marketing et des communications, la transformation durable et responsable, et notamment à travers le travail sur les imaginaires. Donc, les imaginaires qui sont décrits dans les scénarios de prospective sont vraiment des chocs. J'ai hâte qu'on ait l'opportunité ce soir d'échanger à ce sujet. Alors, je vous prie de donner une grande main d'applaudissement à Jean-Pierre Dubé de Coboom. Jean-Pierre, la place est à toi. Donc, je veux juste faire un petit test. Qui est en forme ce soir arrive reposé, heureux, tout va bien dans la vie? Qui? OK. La promesse que je vous fais, parce qu'on m'a donné juste 1 heure pour la partie Homo economicus, je vous promets que dans 1 heure, vous ne lèverez pas la main. Fait que ça, c'est sujet clos. Et après ça, on verra si vous aurez le goût de lever la main après ça pour le restant de la soirée. Mais je vous assure que la première heure, vous allez peut-être la trouver difficile. Donc, je vais partir mon compteur parce qu'on m'a donné 1 heure, chose que je fais normalement cette heure-là en 3 heures. Et même en 3 heures, on est obligé de m'arrêter. Fait que c'est la première fois que je la fais en 1 heure. Là. Je ne l'ai jamais fait en 1 heure, puis je ne sais pas si je vais réussir. Fait qu'il va falloir, vous me ferez des signes. J'ai mon petit compteur qui est parti. Donc, je ne présente pas Coboom parce que ce n'est pas d'intérêt, puis je n'ai pas le temps. Juste moi, présenter rapidement la seule chose d'intérêt, c'est que je mange au resto tous les jours depuis 1983, quand je suis arrivé à Montréal, mais le reste n'a pas d'intérêt, donc je coupe, fait que ça va aller plus vite. Donc, l'horaire de la soirée, première heure, donc Homo economicus, l'homme économique, c'est un regard du passé jusqu'à aujourd'hui que je vais vous faire en 1 heure. Normalement, je le fais en 3. Après ça, on va regarder le volet prospective Québec 2040. Je vais vous présenter 3 scénarios qu'on a brossés. Il y en a 5 dans le livre que je vous présenterai également. Je fais ça une demi-heure. Normalement, on le fait en 1 heure. Pour garder une demi-heure de 19h30 à 20h, puis
Ben, si vous voulez rester plus longtemps, on pourra faire des questions, discussions ad lib ensemble. Donc, comme je l'ai écrit, accrochez votre tuque parce que ça va aller vite en tas. Je ne sais pas comment je vais le faire en 1 heure. Oui, Julien, là, tu prends du temps précieux. Là, Oui, chaque seconde que tu prends, je réadditionne, moi, sur mon comptable. Effectivement, c'était 3 heures, l'éco Economicus. Je lui ai demandé de réduire en 1 heure. Mais je voulais surtout aussi prendre le temps de remercier la Maison du Développement Durable qui nous accueille ce soir, qui nous a mis dans sa programmation, et notamment leur partenaire Desjardins et Hydro-Québec qui a rendu cette soirée possible, gratuite pour vous toutes et tous. Donc merci à eux et merci Marie-Ève pour l'accueil. Donc, on commence l'heure en question, le mot économicus. Important de comprendre quand on regarde l'économie, parce que souvent on écoute les économistes dans les grands médias nous expliquer leur vision des choses, qui est une vision, premièrement, une vision économique, c'est une vision personnelle. Hein? L'économie, même si certains appellent ça une science, pour moi, c'est une science du même calibre que la cartomancie ou de l'astrologie. Donc, c'est une opinion personnelle qui est émette, mais lorsqu'on veut vraiment lire correctement, puis déjà, s'il y en a qui sont économistes, sont déjà choqués contre moi. Donc, je m'assure, à la fin de la soirée, vous allez être tous choqués contre moi. Donc, là, je commence avec les économistes, mais je vais tous vous passer un par un. Donc, le système économique est un système de transformation d'énergie. Si on veut vous faire une lecture du présent et du futur, puis avoir une lecture qui est suffisamment précise, il faut comprendre que l'économie, pas d'énergie, pas de travail. L'économie, c'est un échange de travail, de biens ou de services. Pour produire un bien ou un service, qu'il soit fait par une machine ou un humain ou un animal, dans les 3 cas, ça prend une forme d'énergie quelconque. Donc, si on veut comprendre vers où s'en va l'économie, il faut comprendre de quelle énergie je dispose, à quel prix, j'en ai pour combien de temps. C'est parce que c'est ça qui détermine la santé d'une économie. Donc, le système économique est un système où j'emprunte parce que l'énergie ne se crée pas. C'est une loi de la thermodynamique. Je prends l'énergie. Elle est rarement utilisable telle qu'elle, parce qu'on va trouver l'énergie, le vent, l'eau, etc. Le soleil, hein, l'humain ne fait pas de la photosynthèse, donc on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des convertisseurs. Donc, je prends l'énergie dans la nature, je la convertis sous forme utilisable par l'humain et je produis des biens et des services. Donc, et c'est ce qu'on va observer ensemble. On va faire le voyage au niveau de qu'est-ce que les formes d'énergie qu'on utilise. Vous avez probablement, ceux qui suivent un peu le sujet, vu cette courbe-là. Elle circule depuis 2019. Donc, c'est le profil de l'ensemble des énergies qu'on utilise. Au niveau mondial, on est sur ce qu'on appelle les énergies primaires, donc les énergies que je vais chercher dans la nature. Et on voit différentes formes d'énergie, mais grosso modo, 82% de notre mix énergétique est de nature fossile. Si on le regarde d'un point de vue purement ingénierie, le fameux 82% des énergies fossiles, charbon, gaz et pétrole, sont excessivement avantageuses. Elles sont relativement faciles à transporter, relativement sécuritaires. Il arrive quelques accidents, mais relativement quand même sécuritaires. Elles sont en volume très dense en énergie, si je calcule l'énergie en joules. Dans un faible volume, j'ai énormément de joules. Donc, elles ont plein d'avantages et c'est la raison pour laquelle on a bâti notre système économique depuis 200 ans sur ces énergies-là. Ce n'est pas un hasard. On a bâti notre économie mondiale grâce aux qualités de ces énergies-là. Malheureusement, elles ont quelques défauts. Premier défaut, c'est que ces énergies-là, souvent, pour les utiliser, je dois les brûler. Et lorsque je les brûle, malheureusement, elles émettent du CO2. CO2 qui contribue au fameux changement climatique. Donc, premier problème, elles ont d'autres problèmes que je vais exposer, mais le premier problème, c'est contribuer au changement climatique. Et c'est la raison pour laquelle un peu moins de 200 pays à Paris en 2015 vont se commettre à cesser l'émission de CO2, donc indirectement dire, ben, je vais devoir apprendre à me passer de 82% des énergies que j'utilise. Donc ça, c'est une promesse qu'on a faite en 2015, promesse qu'on renouvelle à chaque année, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on a, à travers les COP, hein, les conventions internationales, et depuis 2 ans, ben, c'est des dirigeants de pétro-États qui animent ces conventions-là. Fait que si quelqu'un croit au COP, ben, c'est peut-être le temps de changer vos lunettes un peu, les petites lunettes roses, parce que ça n'arrivera pas. Donc, on se commet, mais vous allez voir que depuis 2015, même si on a la main sur le cœur, puis on promet, mais surtout là, avec les changements qui sont arrivés au niveau mondial depuis lundi, pas sûr qu'on va atteindre ces objectifs-là. Donc, premier problème, ça émet des CO2
et on n'est pas parti pour les arrêter. Deuxième problème, qui est un problème, puis au Québec, on participe à ça beaucoup, les énergies, on parle de transition énergétique, mais on ne l'a jamais fait. Dans l'histoire de l'homme, on fait de la superposition énergétique, mais on ne fait pas de transition énergétique. On ne fait pas de remplacement d'une énergie vers l'autre, comme vous le voyez. Au Québec, c'est ce que Michael Sabia de Hydro-Québec nous comptait en commission parlementaire cet automne. Plus de 90% des nouveaux projets, surtout éoliens qu'on a fait au Québec, ont servi pour faire de la nouvelle business, dont des usines de batteries. Ça n'a pas servi pour décarboner, là, pour enlever les voitures sur la route. Fait que le Québec fait ça, et même le président du Québec s'en plaint en commission parlementaire. Et partout dans le monde, les Québécois, on n'est pas pire qu'ailleurs. Tout le monde a fait ça. Donc, dès qu'il y a un nouveau joule d'énergie, il y a toujours quelqu'un au niveau économique qui va dire « Merde, j'ai une bonne idée pour ça. Je vais faire des data centers pour l'intelligence artificielle. Je vais faire des usines de batteries, mais je vais faire de la business. » Donc, on n'a jamais fait de transition. Fait quand on parle de transition, on est un peu dans le greenwashing, là, parce qu'il n'y a pas de preuve pour l'instant. Il n'y a pas de démonstration. Les données ne nous montrent pas ça. Également, l'autre petit problème, parce qu'on est en 2025, donc il nous reste 25 ans avant 2050, déployer une énergie pour qu'elle prenne sa place dans l'économie, c'est minimum une cinquantaine d'années. Puis quand je parle de la déployer, c'est un coût abordable. Encore faut-il que je sois capable de la payer comme citoyen, comme entreprise. Donc, déployer une énergie, une nouvelle forme d'énergie, fait que tantôt quelqu'un va lever sa main et va dire fusion nucléaire. Non, non, la fusion n'est pas là-dedans, puis il n'y en aura pas de fusion nucléaire. Fait que sortez-moi pas, celle-là, c'est futile comme discussion. La fusion nucléaire n'arrivera pas à temps. Donc, pas de fusion, parce que comme vous le voyez, le système énergétique, c'est un système d'infrastructure très lourd, d'investissement sur le long terme. On n'est pas dans la microélectronique, on est dans des systèmes énergétiques. Et changer un système énergétique, un, on ne l'a jamais fait, et deux, si on le ferait, il faut compter minimum une cinquantaine d'années pour le faire. Et finalement, la demande énergétique mondiale, parce que oui, les pays occidentaux ont vieilli, nos économies ralentissent. Vous allez voir notre PIB, on va parler beaucoup d'économie ce soir, le PIB canadien ralentit depuis 60 ans. Même chose pour l'ensemble des pays du G7. Mais il y a des pays qu'on qualifiait en développement, mais on ne peut plus les appeler de même, le Brésil, la Chine, l'Inde. Donc, il y a de très grands pays qu'on pourrait qualifier aujourd'hui du BRICS, qui aujourd'hui, le BRICS, c'est 55% du PIB. Hein, ils nous ont dépassé, le groupe du G7. On a été dépassé par le BRICS. Et la demande supplémentaire d'énergie, c'est 2,3% par année, ce qui veut dire qu'on doit doubler la quantité d'énergie que vous voyez sur l'écran. Si vous prenez toute l'énergie qu'il y a là depuis que l'homme a découvert le feu, parce que la courbe beige, c'est la biomasse. Donc, c'est le bois et tout ce qu'on brûle. Donc, on en brûle depuis qu'on a découvert le feu. Bien, dites-vous que dans 31 ans, ce que l'humanité a consommé, bon, on va devoir produire la même quantité que vous avez sur l'écran. Déjà, ce que vous avez sur l'écran, ça pointe vers la planète Mars. Posez-vous la question, est-ce que mathématiquement ou de façon physique, est possible de produire cette quantité-là d'énergie que l'homme a appris à consommer depuis que l'homme a découvert le feu en 31 ans? Si vous y croyez, vous avez le droit. Comme certains croient que la Terre est plate, c'est correct. Certains croient qu'il y avait des vaccins dans le COVID-19, vous avez le droit. Mais moi, comme ingénieur, je regarde ça, puis d'un point de vue mathématique, j'aimerais rêver, mais doubler la quantité d'énergie que l'homme a consommée depuis qu'on a découvert le feu dans les 31 prochaines années, j'ai un petit peu de misère à y croire. Et on regarde, vous avez vu la courbe, ce qu'on appelle une courbe exponentielle de consommation. On a exactement le même profil de courbe pour les ppm en termes de CO2. Vous voyez qu'on a fait un engagement main sur le cœur en 2015, qu'on allait ralentir, puis on a des objectifs très ambitieux en 2030, et on est loin de ça. Là. La courbe suit une courbe exponentielle. Fait qu'on a beau de parler de toutes sortes de choses, hein, parce qu'on parle de durable, de vert, de régénératif, mais dans les chiffres, on ne voit absolument pas ça. Là. Il n'y a aucune tendance. La tendance est exponentielle. Elle suit notre taux de consommation énergétique. 2024 est encore un symbole quand même assez fort. Ça, c'est les données semaine passée. Hein, c'est assez récent. Et voyez la situation du Québec. On ne sait pas pourquoi, mais il fait chaud. On a dépassé, depuis 2 ans, ça fait 2 ans qu'on dépasse le fameux 1,5 d'engagement de Paris. Cette année, c'était 1,6. La température, elle est mesurée au-dessus des océans. Au-dessus des océans. Qui vit au-dessus d'un océan? Personne. Si on mesure au-dessus des continents, pour le Québec, ça donne une hausse de température de 3,9 degrés Celsius en 2024. Fait que le 1,5, si quelqu'un y croit, encore une fois, va peut-être falloir changer de lunettes. Ça n'arrivera pas.
parce qu'il y a un effet d'inertie aussi du CO2 émis dans la... Le CO2, la molécule, lorsqu'elle sort de votre voiture, peut prendre 2 à 3 ans pour faire sentir son plein effet sur l'environnement, sur l'atmosphère. Donc, oubliez ça. Ce qu'on a déjà émis, c'est déjà réglé pour le 1,5. Le 2 est déjà pas mal réglé aussi. Donc, ça, c'est des faits. T'sais, on a beau vouloir mettre toutes sortes de termes encore jolis, faire cute, comme j'appelle, mais il reste que les faits sont des faits. Donc, la planète se réchauffe et le Québec et le nord du Canada, on est les endroits où ça se réchauffe le plus vite. Donc, la chanson de Beau Dommage, Les Palmiers à Montréal, on est bien parti. On est bien parti. Moi, j'aime pas l'hiver, fait que c'est un avantage. C'est ce qui fait dire Antonio Guterres, hein, secrétaire général de l'ONU, faut arrêter peut-être de parler de réchauffement climatique. Lui, il propose l'ébullition planétaire. C'est peut-être plus représentatif. C'est un spécialiste des punchlines. Hein. Il aurait dû faire carrière en marketing parce que vraiment, il en lance souvent. Mais il n'y a pas tort. Dans ses punchlines, il a tout à fait raison. Donc, la planète, d'ailleurs, les données qu'on nous présente à travers le GIEC ou tous les groupes scientifiques, les scientifiques ont l'obligation de garder une posture assez conservatrice. Donc, les données qu'on nous véhicule et les données que les médias publient, les grands médias, le mainstream, dites-vous que ces données-là, lorsqu'on arrive, puis comme on le disait tantôt, Julien l'expliquait, chez Cobham, on fait beaucoup de veille. Cette présentation-là, en passant, vous allez avoir accès. Si vous nous donnez le droit d'avoir vos courriels, c'est un diaporama en ligne qui est mis à jour à tous les semaines avec les nouvelles données. Fait que vous aurez accès en ligne, en tout temps, dorénavant, à cette présentation-là, mais avec les données mises à jour. Donc, et quand on regarde les données, nous, on regarde les données à tous les semaines, à tous les fois, on est un peu surpris que les données réelles sont toujours en avance sur ce que les scientifiques nous communiquent. Parce que les scientifiques ont une obligation de retenue, ce qui est tout à fait correct. Mais la réalité va toujours plus vite. Une des problématiques importantes, puis là on sort du monde de l'environnement, il faut vraiment le regarder d'un point de vue économique, c'est la relation avec le pétrole. Parce que si je recule un peu, on parlait d'énergie, mais il y a une énergie qui est au cœur de toute notre activité, c'est vraiment le pétrole. Et vous allez comprendre assez rapidement. Donc ici, notre pétrole, qui comprend, lorsqu'on parle d'énergie primaire, c'est 30 de l'énergie consommée. Quand on parle de l'énergie finale, parce que l'énergie primaire, il y a des pertes de transport, etc., on parle de 39 Donc, le pétrole joue un rôle dans notre PIB mondial pour environ 39 ce qui est beaucoup, là, presque 40 Donc, on a une presque parfaite corrélation, on était à 98,5 entre notre consommation de pétrole et le fameux PIB mondial, le PIB étant la production de biens et de services. Donc, les deux évoluent dans le même sens. Donc, une des choses qu'on se pose chez Cobham lorsqu'on accompagne soit des territoires, des collectivités ou des entreprises, c'est de dire, OK, si les deux sont corrélés, il y en a pour combien de temps du pétrole? Parce que moi, je suis un chef d'entreprise, puis je veux investir dans mon entreprise quelques millions de dollars. Je me dis, OK, si j'investis quelques millions, puis souvent, quand on parle d'immobilisation, c'est des investissements qu'on va amortir sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, on amortit sur un moyen long terme. Donc, moi, je veux récupérer cet investissement-là parce que je ne veux pas perdre l'argent dessus. Donc, la question qu'on se pose quand on regarde ça, est-ce qu'on en a pour 500 ans? Si on en a pour 500 ans, c'est plus un sujet de discussion. On oublie le CO2. J'aime ça qu'il fasse chaud à Montréal, correct. On aime ça, fait qu'on va envoyer du CO2, les palmiers vont pousser à Montréal. On oublie le volet écologique, on se concentre sur le volet économique. Du pétrole, à votre avis, il nous en reste pour combien? Du pétrole abordable. Du pétrole que le citoyen ou l'entreprise peut se payer sans étouffer son budget. Parce que les entreprises ont un budget, le citoyen aussi. Du pétrole abordable, on en a pour combien de temps? J'ai 1 heure seulement pour cette question-là, pour 30 ans? 10 ans? 5? Vous êtes bon. Normalement, je vais vous dire, le syndrome humain, c'est le 30 ans comme ça, 30 à 50 ans, parce que la personne qui a répondu a dit, dans 30 ans, je vais être peut-être 6 pieds sous terre, fait que ça ne me touchera pas. Fait que, non, mais c'est instinctif. Alors, ceux un peu plus informés vont me le garocher des chiffres plus près de la réalité. Ils vont me dire 5 ans. Ouais, effectivement. Fait qu'on va le regarder parce que c'est excessivement important de le comprendre. Puis avant de comprendre la problématique, juste parler un peu de comment que le pétrole, à quoi ça sert. Parce que le pétrole est un intrant, une matière première brute. Hein. Le pétrole, on ne l'utilise pas comme tel. On doit le distiller
puis en faire des sous-produits. Les sous-produits de pétrole, puis j'ai passé un peu rapidement, là, comme je vous ai laissé dire, 60% du pétrole pour le transport de biens et personnes aux quatre coins de la planète, c'est ce qu'on appelle la mondialisation de l'économie, et 40% pour 6 000 familles de produits, des médicaments, des engrais. En fait, s'il n'y aurait pas de pétrole, on serait tous tenus ici, debout, parce qu'il n'y aurait même pas de chaise. Fait que le pétrole, on en mange, on s'habille avec, on se déplace avec. Le pétrole est un matériau roi. Pas de pétrole, pas aujourd'hui, il n'y a pas d'économie. Parce que depuis 200 ans, les ingénieurs ont s'évertué à faire des produits autour de tout ça. Mais comment il est fabriqué ce pétrole-là, c'est ça qui est intéressant. C'est une colonne de distillation. C'est vraiment c'est simpliste, là. On appelle ça une colonne atmosphérique. C'est que je chauffe le pétrole à 400 degrés Celsius ici dans mon petit four. Et à partir de là, je vais extraire un pétrole d'une qualité exécrable. C'est ce qu'on fait de l'asphalte avec ça. Donc, déjà, parce que quand on parle d'électrification des transports, on parle de ça ici. On parle des automobiles. OK? Mais même si j'éliminerais ça ici, on devient 100%. Là. 2030, tous les véhicules au Québec, je ne sais pas ce qu'on a fait, mais on a décidé de se convertir. Je dois quand même produire ça, ça, ça. Parce que pour me rendre ici, vous voyez, le pétrole monte. Là. Je le chauffe. Ici, la température est à 20 degrés Celsius, 400 degrés Celsius. Fait que, dites-moi, je vais quand même donc brûler du pétrole au niveau de mes bateaux, au niveau de mes camions, au niveau de mes avions. Donc, on a beau de parler d'électrification des transports, mais ça fait absolument rien dans l'équation. Là. Comprenez-vous que c'est une... Et en plus, on est tous tout nus, puis on n'a pas de médicaments, puis on n'a pas d'engrais. Parce que la dernière couche, c'est la pétrochimie, c'est l'est de l'île de Montréal. Fait qu'expliquez-moi comment on se débarrasse du pétrole. Alors qu'il n'y a rien qui est fait ici comme recherche pour remplacer ça ici. Ça ici, on ne le sait pas. Ici, on parle d'avion vert. Avion vert, avion vert, avion... Oui, mais vert comment? Tu le fais comment, avion vert? Au-delà du mot avion durable, avion vert, oui, mais tu ne m'expliques pas comment tu vas éliminer le kérosène. Ah oui, on va le faire avec des matières végétales. Oui, avec du maïs, je le sais. Mais juste faire voler la flotte d'avions mondiale actuellement, ça prend l'ensemble des champs. Il n'y a plus d'humains qui mangent, il n'y a plus d'animaux qui mangent. Fait qu'on fait voler des avions, mais il n'y a plus personne dans l'avion parce qu'il n'y a plus personne, tout le monde est mort de faim. Donc, expliquez-moi la mathématique. Je peux faire voler un avion avec du maïs, mais je ne peux pas en faire voler 20 000 parce qu'il y a 20 000 avions dans le ciel. On ne peut pas en faire voler 20 000. Fait que voyez-vous, c'est beau le greenwashing puis de lancer des affaires faciles. Il reste que la physique, c'est de la physique. Et quand on fait des mises à l'échelle, les chiffres ne trompent pas. On fait un calcul de mise à l'échelle, on dit, mais non, mais ça n'arrive pas ton affaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le pétrole? On fait des lacs, on remplace tout l'eau des lacs du Québec, on sait que le pétrole, bien, il va falloir le mettre dedans. Là. Ça, encore une fois, c'est passé de pétrochimie, on n'est pas en 2050. Là. Il n'y a pas grand-chose qui se fait pour remplacer l'ensemble des produits qu'on fait. 6 000 familles de produits. Vous n'allez plus à l'hôpital en passant, plus d'opérations. Ici, là, les hôpitaux, c'est un monde de plastique. Donc, soit on ne va plus à l'hôpital, plus d'opérations. Comprenez-vous que le pétrole, se faire disparaître le pétrole dans notre vie économique, c'est pas demain la veille. Mais donc, ça cause un premier problème. Si c'est pas facile de s'en débarrasser, je reviens, il y en a pour combien de temps? Et souvent, on me dit aussi, face à nos défis que je vais vous exposer, parce que ça, c'est juste l'introduction, le hors-d'œuvre, ça va être pire que ça tantôt. On me dit, l'humain, les ingénieurs sont tellement brillants, ils vont inventer des technologies, innovation. On me parle d'innovation tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais voici deux innovations exceptionnelles. Une moissonneuse-batteuse, 33 chevaux vapeur avec 4 opérateurs, 33 HP. Une machine extraordinaire. Et une John Deere à côté, 543 chevaux à clé dessus, avec un seul opérateur. Puis quand j'ai montré cette image-là, je l'ai faite pour l'industrie des grains du Québec. On a fait leur planification stratégique. Donc, ceux qui sont assis dans la machine ici. Puis ils ont ri de moi, ils ont dit, ah, tu te penses fin, mais l'opérateur, il n'y en a même pas, c'est par GPS. Parce que moi, je disais, il y a un opérateur qui écoute du Mozart à l'air climatisé. Il a dit, non, 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 tu t'es trompé. Le gars, il n'est même pas là. Il n'y a même plus de gars dans la machine. Et là, j'ai pris ma revanche. J'ai dit, parfait, il n'y a plus de gars, mais moi, je vous l'enlève, le diesel qui est fabriqué avec le pétrole. Vous faites quoi? Ils m'ont tous répondu, on retourne ici. Le gars va débarquer, on va rappeler 4 gars, puis on va acheter des chevaux, puis on revient ici. Fait qu'on a beau. Puis j'ai dit, ah ouais, on ne met pas une moissonneuse-batteuse électrique. Là, ils m'ont dit, t'es bien con, la batterie va être plus grosse que la machine. Fait que la moissonneuse n'avancera pas. Je le savais, je connaissais la réponse. Fait que, on a beau de se penser intelligent, de sortir des mots de technologie, nouvelle technologie, intelligence artificielle, bla, 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 bla. Mais il reste que nos technologies sont basées sur le pétrole. Pas de pétrole, le monde économique va être un peu différent.
Donc, encore une fois, du pétrole, il m'en reste pour combien de temps? Grand sujet. Pour vous donner la réponse, voici les courbes. En gris foncé, en gris pâle, c'est ce qu'on va appeler le pétrole conventionnel. En bas, les périodes, c'est les périodes économiques que les économistes français qui ont un certain sens de l'humour vont baptiser les 30 glorieuses, l'après-guerre, 1945 à 1975, les 30 piteuses. Moi, je suis un X, je suis né en 1962, j'ai 62 ans, et j'ai connu 3 récessions. Donc, c'est là qu'on va découvrir que l'économie peut rentrer en récession. On va l'appeler les 30 piteuses. Après ça, on a les 15 hésitantes. Et regardez, depuis 2020, encore les économistes français, toujours un peu d'humour, ils l'ont appelé les 30 calamiteuses. C'est pas marqué les 30 joyeuses, c'est marqué les 30 calamiteuses, parce qu'elle a commencé, cette période économique-là, par une pandémie mondiale. Et ce qui nous pend au bout du nez, c'est peut-être un peu pire, à cause justement de l'énergie. Donc, si on regarde l'énergie pour bien interpréter les courbes, oubliez la courbe jaune, celle-là au-dessus, je vais vous l'expliquer. Regardons l'ensemble des autres courbes de couleurs. Gris foncé, donc pétrole conventionnel, je perce un trou, le pétrole sort du sol. Ça, c'est le pétrole qu'on a découvert au Canada, mais qu'on n'a pas commercialisé parce qu'on n'est pas très fort en commercialisation. Les Américains vont le commercialiser au début du 20e siècle. Le gris pâle, et on prévoyait déjà qu'on pourrait avoir un manque de pétrole conventionnel à faible coût parce que ça ne coûte rien exploiter. Le gris pâle, c'est le pétrole conventionnel en mer. Au Canada, c'est la plateforme Hibernia à Terre-Neuve, qui était notre première plateforme de forage en mer, qui est un pétrole un peu plus dispendieux à exploiter. Mais dans les deux cas, on a pogné le pic de production de ces deux pétroles-là qu'on appelle conventionnels en 2006, donc des pétroles à faible coût. Après ça, les autres couleurs vont s'additionner. Je pense que le rouge, c'est ça le rouge, c'est les sables bitumineux de l'Alberta. Je pense que le turquoise, je ne suis pas très bon dans mes couleurs, ça c'est des gaz, c'est les pétroles de schiste américains. Fait que c'est des couleurs. Les autres couleurs, on nomme souvent le nom de pétrole. On devrait plutôt appeler ça des liquides énergétiques. Comme les sables bitumineux de l'Alberta, on devrait appeler ça de la boîte énergétique, c'est pas du pétrole. On n'est même pas capable de le raffiner au Canada parce que c'est un pétrole d'une très mauvaise qualité qui est pas utilisable. On peut faire du diesel avec ça, de la pétrochimie, mais c'est pas un pétrole de qualité. On l'envoie au Texas, qui le raffine, puis même les Américains ne le gardent pas pour eux, et ils l'envoient ailleurs parce que c'est un pétrole de mauvaise qualité. Donc, l'ensemble des liquides énergétiques, on pense qu'on va pogner le pic de production mondiale sur un horizon 2026-2030. Fait que ceux qui ont dit 5 ans, vous étiez dedans. La demande mondiale d'énergie croît à 2,3 % par année et on a un pic de production qui est devant nous, qui est l'année prochaine, qui devrait commencer l'année prochaine. C'est pas qu'il n'y en a plus. Le problème, c'est l'autre ligne jaune, la plus grosse. C'est ça qui est vraiment important. Parce que du pétrole, vous allez me dire, oui, mais là, lundi soir, notre bon président a dit drill, baby drill. Il a dézoné l'Alaska, puis il envoie aller creuser, aller percer l'Alaska. Ils vont le faire. Il a demandé aux compagnies américaines d'augmenter la production de 3 millions de barils par jour. On en fait environ entre 102 et 104 millions. 3 c'est beaucoup, beaucoup. C'est 3 de croissance. Au niveau mondial, c'est immense. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de CO2. Et ils vont le réussir, sans aucun doute. Mais à quel prix? Et c'est le prix qu'il faut regarder. C'est futile de discuter du pic du pétrole en termes de quantité. On s'en fout du pic. Ce qu'on ne se fout pas, c'est la courbe jaune. En 1960, vous la voyez, en 1950, vous ne la voyez pas. Hein. Elle est là, la courbe jaune. La courbe jaune, c'est ma dépense énergétique. C'est le nombre de barils que ça prend pour extraire des barils qui vont être utilisés par l'économie. En 1950, ça me prend un baril pour en extraire 100. Donc, l'énergie ne coûte rien. L'économie, c'est quoi? C'est un gros moteur de F-150. Puis comme un gros F-150, plus l'essence coûte cher, ben moi, je roule vite, puis moi, je roule longtemps, puis moi, je vais loin. Vous voyez, l'économie de main, c'est aussi simple que ça. Donc, en 1950, l'économie peut rouler, et c'est là que vous voyez la courbe ici, c'est ce qu'on va appeler les 30 glorieuses. Parce que le PIB étant corrélé avec notre consommation-production de pétrole, la courbe, je vous mettrai la courbe du PIB, puis ça serait exactement la même allure. Et c'est là qu'on va voir apparaître, dans les années 80, les fameuses récessions, parce que vous voyez que notre pétrole conventionnel, on pogne un plateau, et là, on découvre, oh merde, des récessions. C'est vraiment interrelié les deux. Donc, la jaune, vous voyez qu'elle s'épaissit. Aujourd'hui, au moment où on se parle, le ratio entre le coût, la dépense énergétique et l'énergie que j'en extrais, aujourd'hui, on est dans une fourchette qui varie dépendamment où on exploite le pétrole, entre 1,14 et 1,16. Donc, un baril de pétrole, j'en extrais 14, 15 ou 16.
Pour que l'économie soit en santé, le ratio n'a pas aller en dessous de le ratio, c'est un 18. On est à 1,14, 1,15, 1,5. Les sables bitumineux de l'Alberta, on est à 1,5. On ne peut pas rouler la planète 1,5. Le coût d'énergie va. Il n'y a plus de business et plus rien. Déjà, donc, ça explique nos récessions. Le ralentissement économique qu'on sent, même si le PIB, parce qu'on tricote un peu les chiffres, on sent un ralentissement important de l'économie depuis environ 2 ans. Ben, c'est causé par ceci. Donc, on est dans une fourchette entre 1,14 et 1,16. Et en 2026, on va être 1,14 sûr. Donc, et à partir de là, regardez l'épaisseur de la courbe de façon exponentielle, la courbe jaune. En 2050, le ratio va être d'1 pour 1. Je dépense un baril pour en extraire un. Si vous êtes fort en maths, 1 moins 1 fait 0. On ne se rendra pas là. D'un point de vue économique, nous, ce qu'on dit chez Cobham, c'est à partir de quel moment ça va casser. C'est ce que l'Europe vit. C'est ce que la France vit. C'est ce que l'Allemagne vit. C'est ce que les pays européens vivent depuis 2019. L'Europe vit des difficultés importantes. Ça n'ira pas en s'améliorant. L'Europe n'a pas de pétrole. Le Canada, les États-Unis, on va être retardés sur cette courbe-là parce que c'est une courbe mondiale. On va être retardé de peut-être quelques années, mais on va rejoindre l'Europe. L'Europe est déjà dans cette situation-là. Et comme vous le voyez, ça ne peut pas aller en s'améliorant. C'est factuel. Les données sont là. Et c'est factuel. Fait que le ministre des Finances, Éric Girard, a beau de déposer une mise à jour économique en novembre 2024 en disant « Je pense qu'on va faire 2,8 en 2025, 3 en 2026, 3,2. C'est trop de drogue, ça. C'est trop de consommation. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On peut le rêver, mais ça n'arrivera pas. » Donc, et vous voyez aussi, c'est une tendance long terme, parce que quand on fait de la prospective, l'élection de Trump, c'est correct, mais on ne s'intéresse pas aux événements court terme. On s'intéresse vraiment au long terme. Si on veut éviter de se tromper dans nos visions, il faut vraiment regarder sur le long terme. Donc, si on regarde ici notre PIB, qui est la courbe bleue, qui varie énormément, comme vous le voyez, mais dans les années, les 30 glorieuses, les années 60, 50, 60, on avait un PIB de 5 environ en moyenne. Connaissez-vous la règle du 72 pour calculer l'impact d'une courbe exponentielle? Qui connaît la règle 72? Je vous l'explique. Vous placez 1 000 à la banque à un taux d'intérêt de 10 Combien de temps pour que ça prenne pour que le 1 000 devienne 2 000 7,2. 72 divisé par 10 ça me donne 7,2. Donc, la quantité, le 1 000 va devenir 2 000 après 7,2 années. À 5 72 divisé par 5, ça donne 14 ans. On doublait la taille de l'économie aux 14 ans. Ceux qui sont un peu plus vieux, les cheveux gris, c'est là qu'on fait les annonces Liberté 55. À 55 ans, vous allez arrêter de travailler parce que la richesse créée double à tous les 14 ans. C'est là que la classe moyenne va se créer. La notion de retraite va apparaître, les programmes sociaux vont apparaître, etc., etc. Mais vous voyez que la courbe, malheureusement au Canada, cette courbe-là, je recule, cette courbe-là, vous voyez, la ligne jaune, c'est ma moyenne mobile sur 3 ans, donc c'est ma tendance sur 60 ans. Et là, si je vous demande d'extrapoler la courbe, à partir de quel moment l'économie canadienne rentre en décroissance? Subie. Je ne l'aurais pas choisi, parce que la décroissance, ce n'est pas quelque chose que je subis. La décroissance, je ne devrais pas utiliser le mot décroissance, je me tape dessus, mais je devrais parler d'une croissance négative. À partir de quel moment l'économie canadienne va être dans une croissance négative? Si, comme Bernard de Rome le disait, si la tendance se maintient, à partir de quel moment l'économie canadienne, c'est purement mathématique, là, 2030 environ. Donc, il faut se poser la question, l'élection d'un Trump pourrait-il faire pencher la ligne jaune un peu plus vite pour les Canadiens? En tout cas, c'est l'hypothèse que moi je mets. Il y a des chances que l'élection de Trump fasse en sorte que le Japon est là depuis 2010. Donc, si vous me dites, ouais, mais les ingénieurs sont innovants, robots, intelligence artificielle, bien, le Japon est un pays pas mal plus innovant que nous, puis ils sont là depuis 2010. Fait que c'est pas la technologie qui va nous sortir de ce pétrin-là. C'est une tendance long terme qui est causée par une problématique, une raréfication énergétique. Il y a encore de l'énergie, mais elle coûte de plus en plus cher. Puis si je paye plus cher pour mettre de l'essence dans mon F-150, j'insiste, je vais aller moins loin, moins vite. Et les cercles en rouge, vous les avez devinés, lorsque ça traverse plus de 6 mois, c'est ce qu'on va appeler une récession. OK? Puis là, on a mis le blâme sur Trudeau là, avec, comment il appelait ça,
l'aide aux citoyens. Lorsqu'on est en récession, les gouvernements, ce qu'ils font, ils réinvestissent l'argent dans l'économie à travers les travaux d'infrastructure. Les travaux d'infrastructure, les routes, les écoles, les ponts, etc., nommez-les tous, les hôpitaux. Et ça fait repartir il y a deux moteurs à l'économie, le manufacturier et la construction. C'est les deux moteurs principaux. Puis après ça, toutes les autres couches, la distribution, les services professionnels s'installent dessus. Donc, on investit dans la construction, on s'endette et on crée une suractivité qui dure 12 à 18 mois. Vous voyez ici, suractivité 12 à 18 mois, suractivité 12 à 18 mois. Celui-là ici, je creuse 12 à 18 mois, et celui-là ici, 2020, elle a duré. L'argent qui est imprimé par le gouvernement fédéral, elle a trouvé le chemin, ça a pris 18 mois. Dans quel endroit est-elle, à quel endroit est-elle allée? Non, elle a créé de l'inflation c'était la raison de l'inflation pour 18 mois. C'était pas la raison de l'inflation en 2023 puis en 2024, loin de là. L'inflation, il y avait deux causes. Il y a eu de l'impression de l'argent, puis qui était correct de le faire, puis il y a la rectification énergétique, mais il y a une autre cause que je vais vous montrer tantôt. L'argent était où? Le surplus d'argent, parce qu'elle disparaît, cet argent-là. Elle va à quelque part. À tous les fois, elle a fait la même chose. À tous les fois. Elle s'en va dans les poches de 1%. Elle se retrouve dans les poches de 1%. Donc, ceux qui contrôlent l'économie, ben, ça s'en va à travers leur compagnie. Les compagnies ont jamais, au Québec, on fait beaucoup d'analyses d'état financier d'entreprise. Pendant 3 ans, les compagnies, on a fait, 80% des compagnies ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et moi, je dis à nos clients, excite-toi pas, double pas la grosseur de ton usine, pas parce que tout d'un coup, tu es rendu un champion du marketing, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de cash dans l'économie, parce que quand le cash va se raréfier, tu vas trouver que si tu as grossi ton usine trop haut, tu vas le regretter amèrement. Plusieurs ne nous ont pas écoutés. Plusieurs aujourd'hui le regrettent parce que l'usine ne roule pas aujourd'hui. Donc, suractivité économique, mais ça dure un temps. Fait que l'inflation à laquelle on a voulu s'attaquer, la Banque du Canada, au détriment de l'économie, parce qu'on a donné un tour de vis à l'économie en augmentant les taux d'intérêt, ben, dès qu'ils vont rebaisser les taux d'intérêt, je vous fais une gageure que l'inflation va remonter parce que c'est un problème énergétique. Ce n'est pas un problème d'avoir fait de la PCU. On a mis ça sur le dos de la PCU. Ça fait quand même 6 récessions qu'on imprime l'argent. On connaît la recette. Donc, mais bon, ça va avoir. C'est le fun d'en parler de même. Et aussi, on voit un appauvrissement généralisé, vu qu'on produit moins de richesse. Hein, le PIB est une création de richesse. Elle est mal partagée, cette création de richesse-là. Ça en va dans les poches, j'allais dire le 1 mais même aujourd'hui, on parle du 0,1 Il y a un appauvrissement généralisé des citoyens, puis on le voit dans les chaînes d'épicerie. Par exemple, le bœuf, consommation de bœuf a baissé de 15 et c'est pas parce que les gens sont devenus végétariens, c'est qu'ils n'ont juste pas le moyen de se le payer. Et on sait qu'après ça, ça va être la porc, le poulet, puis après ça, on va tomber sur les féculents. Donc, il y a vraiment une baisse. Le panier d'épicerie, sa composition change parce qu'il y a un appauvrissement généralisé. On a compensé, actuellement, c'est ce qu'on fait, c'est un drame. On compense la problématique, la contrainte d'énergie en imprimant de l'argent, en faisant de la dette. Aujourd'hui, au niveau mondial, pour 1 $ de PIB, j'ai 2,38 $ de dette publique et privée. La dette privée, c'est les familles et les entreprises. Combien de temps qu'on peut toffer ça? Une entreprise privée qui fait ça, là, je vous jure, elle ne fait même pas une année. Là, si pour générer 1 $ de vente, je gaspille 2,38 $, dites-moi ceux qui sont gens d'affaires, vous toffez ça combien de temps? Là? Combien, on va calculer en mois. Et pourtant, l'économie mondiale aujourd'hui, on a une économie, on affiche des PIB, les économistes se pètent les bretelles en disant ça va bien. Ouais, mais merde, c'est une économie qui roule sa dette. Ça roule sa dette. C'est pas un vrai PIB, c'est un PIB qui est dopé à la dette. On va toffer ça combien de temps? Et c'est pour ça qu'on a mis une petite bulle, parce que quand la dette. Et c'est ce que le programme de Trump, c'est exactement ça. Il va baisser les impôts, surtout aux grandes compagnies, aux riches, et il va créer une inflation d'enfer, puis il va s'endetter. Le programme Trump, c'est de la dette, de la dette. Les Américains, la dette déjà. Le paiement des intérêts de la dette américaine a dépassé en l'automne 2024 le paiement de soutenir l'armée américaine. L'armée américaine est une dépense colossale, mais la dette a dépassé le budget de l'armée américaine déjà. C'est catastrophique. Donc, combien de temps on peut endetter l'économie mondiale pour 2,38 $ de marketing-vente, vous êtes du monde de marketing, j'ai investi 2,38 $ dans le marketing-vente pour générer 1 $ de revenus. Dites-moi, ça t'offre combien de temps? Moi, en tout cas, je suis en affaires depuis 1990, puis j'ai commencé 10 ans en redressement d'entreprise, puis on fait entre 50 et 100 planifications stratégiques par année, puis je dis, un de mes clients qui affiche ça, c'est pas une bonne nouvelle. On va changer le modèle d'affaires, parce que ça marche pas. Là.
Donc, le modèle d'affaires économique mondial ne fonctionne plus. Et associé à ça, en plus de l'énergie, on a les mêmes courbes au niveau des matières. On a une consommation des matières qui augmente environ aussi au rythme de 2,3-3 dépendamment de quelle matière on parle. Parlons d'une fourchette de 2 à 3 Donc, toujours la règle du 72. Si je fais 72 divisé par 2 à 3 je dois doubler la quantité assez rapidement. Et on voit qu'on a des courbes, encore une fois, exponentielles. Puis on va regarder juste parce que je vous ai parlé là, des énergies fossiles. On va regarder surtout qui nous intéresse tout ce qui est métaux minéraux. Qu'est-ce qu'il y en est des métaux minéraux? Regardons ce qu'il y en est. C'est le tableau de Mendeleïev. Si vous avez déjà fait un cours de chimie, Mendeleïev étant le chercheur russe qui a classifié les éléments connus sur Terre, on l'appelle aussi le tableau des éléments ou le tableau périodique. Bon, il y a 118 éléments connus sur Terre. On en utilise dans nos économies 90 environ, on ne les utilise pas tous. Sur les 90 utilisés, il y en a 44 au moment où on se parle qu'on a des problèmes d'extraire la Terre à un coût abordable. C'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais on a un problème des extraire à un coût abordable. En jaune, il y en a encore, mais pour toutes sortes de raisons, j'ai une difficulté de l'extraire puis de le donner à l'économie. J'en ai mis un en bleu. Le CU, qu'est-ce que le CU? Le cuivre. À quoi sert le cuivre? Le cuivre, on l'utilise pour transporter des électrons. Donc, tout le matériel électronique et électrique est constitué, il y a du cuivre. Plus de cuivre, pas d'iPhone, pas de téléphone intelligent, puis pas beaucoup d'électricité, parce que même si on peut prendre de l'aluminium, on ne peut pas faire les mêmes choses du tout. Donc, le cuivre, au rythme de consommation, parce qu'on veut électrifier nos transports, on veut électrifier notre économie, on veut faire de l'intelligence artificielle, on se trouve bon parce qu'on veut faire du numérique mur à mur, bien, l'augmentation du cuivre est de 3 par année. Au rythme de 3 par année, il nous reste dans l'écorce terrestre des réserves connues 550 ans, ce qui est immense. Et pourtant, il est jaune. Pourquoi? C'est un problème à l'extraction. Moi, j'ai piloté avec mes équipes, c'est mon 3e cabinet de conseil. Dans mon 2e, pour Mintech Novaxon, on faisait beaucoup de mines. On a fait des mines dans 14 pays. Et dans les mines, ça prend des quantités d'eau phénoménales. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais on a besoin de quantités d'eau phénoménales. Le cuivre est devenu jaune à cause que le Chili, entre Noël 2023 et 1er janvier 2024, ils ont décidé de fermer une mine de cuivre qui produisait 15 du cuivre mondial parce qu'ils ont décidé de prendre l'eau de la mine et de le donner à la capitale. Parce que les citoyens qui étaient chialeux, c'était généreux, il y avait de l'eau pour 3 jours par semaine, puis ils chialaient. On ne sait pas pourquoi, mais ils chialaient. Fait que le gouvernement chilien, on ne sait pas pourquoi non plus, on décide de dire, ah, ben, OK, c'est peut-être un peu dérangeant, fait qu'on va donner l'eau, on va prendre l'eau de la mine, on ferme la mine, 15 les iPhones vont s'en passer et on va donner ça à nos citoyens. Bien, ce genre de décision-là, c'est le genre de décision qui vont être de plus en plus le gouvernement amené à prendre. À un moment donné, c'est beau, encore une fois, les rêves, on va électrifier, bla, 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 mais il y a des contraintes. Tout ce qui est coloré ici est un problème d'eau, incluant le lithium. Les mines sont rarement près d'une source d'eau. Et si la mine est au nord, puis il faut que je paye pour acheminer ça, l'eau, au Chili puis au Pérou, c'est en camion, puis en camion-citerne, puis en pipeline, je peux vous assurer que ça augmente le coût solide. C'est toujours la question, est-ce que je suis capable d'extraire la ressource à un prix intéressant, à un coût intéressant? C'est pas la question. Arrêtez de discuter sur la quantité, on s'en fout pas mal. La quantité, c'est pas ça la première contrainte qu'on frappe. La première contrainte, c'est souvent l'eau. Il y a d'autres contraintes, il y en a 8 autres. Je n'ai pas le temps de vous les expliquer, pour ça, quand je prends 3 heures, j'explique les 8. Mais une des premières contraintes, c'est l'accès à l'eau douce. Et ça, l'eau douce, malheureusement, je vais vous le montrer. En 2024, on a dépassé la limite de l'eau douce. L'eau douce est une ressource qu'on pouvait qualifier de renouvelable, mais elle ne l'est plus. J'expliquerai tantôt pourquoi. Donc, si on n'a pas d'eau douce pour alimenter les humains et l'agriculture, imaginez-vous que pour les mines, ce n'est peut-être pas la première priorité. Fait que si on pense encore une fois qu'on va électrifier le parc d'automobile mondial, vous avez le droit de rêver. Les chances que ça arrive, c'est peu fort. Et là, souvent, on me sort l'économie circulaire, on me la sort tout le temps. Bien, je vous donne les chiffres tout de suite. L'objectif mondial, 17 c'est un objectif qu'on n'a pas atteint. Au niveau mondial, on en fait la moitié, 8,6. Au Québec, on en fait le quart, 3,5. Et à cause des fameuses lois, les lois de la physique, moi, je n'ai jamais aimé la physique. Je ne l'aime pas plus parce que quand je regarde les lois de la thermodynamique, on sait qu'au moins 71 des ressources qu'on extrait de la Terre ne seront jamais recirculables ni régénératives.
Fait qu'on peut dire, vous avez le droit d'utiliser durable, régénératif, vert, utiliser tous les qualitatifs que vous voulez, mais ça ne réinventera pas les lois de la thermodynamique. Donc, 71% de ce qu'on extrait de la Terre, vos enfants, vos petits-enfants et vos descendants les auront pas. C'est perdu à tout jamais. Donc, on a beau parler encore une fois. C'est le fun de faire des qualitatifs, mais il faut faire un peu de science aussi avant de mettre des qualitatifs sans appuyer nos qualitatifs. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a une économie mondiale, on a une surconsommation, surproduction de nos énergies fossiles et naturelles, et on avance dans un entonnoir qui amène une certaine raréfication, donc augmentation des coûts d'extraction, d'exploitation, qui augmente l'augmentation des coûts, et c'est ce qui alimente l'inflation. Notre inflation, elle est structurelle. Là, on a réussi à la battre, puis on se pète les bretelles, mais oui, mais tu as tué le patient. Je veux bien croire, tu as tué la maladie, mais tu as tué le patient, tu as ralenti l'économie. Fait que oui, on a ralenti l'inflation, mais on n'a rien fait par magie. On a juste ralenti l'économie. Fait que je veux bien croire, les deux sont reliés. Fait que si tu ralentis l'économie, naturellement, les coûts baissent. Mais dès qu'on va vouloir repartir l'économie, c'est ce qu'on tente de faire, surtout avec un Trump, l'inflation va repéter au plafond. Fait que l'inflation, elle est structurelle. Elle n'est pas conjoncturelle. C'est pas parce que Trudeau a fait de l'APCU. Fait que c'est pas ça du tout. Oui, il y a eu l'effet de l'APCU, ça dure 18 mois. Donc, et ça, c'était le côté bonne nouvelle. Là, je rentre dans le côté mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, puis là, je redeviens écologiste. Il y a 9 limites sur Terre, on a dépassé 7. Et là, je vais expliquer le principe de limite parce que les enfants de 10-12 ans le comprennent. Les adultes semblent le comprendre plus difficilement. Fait que je vais essayer de faire ça simple. Je trace une ligne sur le plancher. C'est une limite. Je vais prendre... Puis j'ai fait une piscine creusée. Elle vient d'être creusée. La piscine creusée est ici. Mais je n'ai pas le temps de mettre la clôture parce qu'on vient de finir les travaux. Limite ici, piscine creusée là. Mon enfant, 3 ans, il avance. Il dépasse la limite. Puis là, vous êtes des parents. Là. Je vous demande, est-ce que vous allez dire, non, tu peux continuer à avancer, tu peux te noyer de façon durable. Ou une belle noyade verte, et encore mieux, une noyade régénérative. Est-ce que vous allez dire ça? Qu'est-ce que vous allez dire? Il a dépassé la limite, là. Vous êtes parents, là. Soyez pas, vous êtes parents, là. Dépassé la limite. Vous dites quoi? Stop! Juste, oui, qu'est-ce que vous n'êtes pas sévère? Moi, c'est pas stop, là. Hey, vous avez tellement peur du mot. Recule! Les enfants de 10 ans, 12 ans me disent recule. Vous autres, stop, reste là, pense-y, attends un peu, je vais faire une campagne de marketing pour peut-être penser. Non, mais fuck, recule, recule. Comprenez-vous dans quelle situation on est? Tant qu'on n'aura pas accepté qu'une limite, quand elle est dépassée, la seule façon de la traiter, c'est pas en faisant de l'intelligence artificielle, c'est pas en faisant de ce qu'on appelle du technosolutionnisme. Il y a une solution, mais on ne veut pas l'écouter. Vous n'êtes même pas capable de le dire comme adulte. Recule, merde, recule. Il y a une solution. Et si on ne l'accepte pas, ben on doit vivre avec les contraintes. Fait que là, je vais vous expliquer. Ça va arriver parce qu'on n'est pas capable d'accepter la solution. Il y en a une, puis on ne l'accepte pas. Fait que tant qu'on ne l'accepte pas, on doit accepter de s'adapter aux événements qui vont se passer. On le voit bien dans la population. Donc, le pire, c'est celle-là ici. Probablement, vous connaissez les chiffres. C'est le WWF, le Fonds mondial pour la nature, publie une étude depuis les années 70 aux 2 ans. Ça, c'est les données octobre 2024. C'est assez chaud. Aux 2 ans, il publie l'état des populations de vertébrés. Les vertébrés, c'est ce qui vole, ce qui nage, ce qui rampe, puis ce qui marche. C'est quand même pas mal. On est, par notre activité humaine, on a tué 73% des membres des vertébrés, membres de la population, donc poissons, oiseaux, mammifères, etc., etc. Le rythme de disparition, ça c'est l'étude, le rythme de disparition est passé depuis 2 ans à 2% par année. Précédemment, le rythme de disparition augmentait au rythme de 1% par année. Donc, la dernière étude, en 2022, on était à 69%. En 2 ans, on est passé de 69 à 73%. Donc, le rythme de disparition a augmenté. À 2%, ça va excessivement vite. C'est ce qu'on appelle la 6e extinction de masse. Donc, ça ne va pas bien. Donc, le changement climatique, c'est le party comparé à ça. Dans les médias, on parle, parce que le changement climatique, c'est un effet qui va se faire sentir plus loin, mais ça, c'est du court terme. Pour les plus vieux,
Mettons, je vais reculer de 25 ans. Quand vous faisiez de la voiture l'été, combien de fois on devait laver nos pare-brises? Combien de fois? Toutes les fois qu'on gazait, on lavait nos pare-brises. Il y avait même un liquide lave-glace, il était quelle couleur? C'était rose. Le bleu, c'est l'hiver. Vous ne vous souvenez même plus de ça, hein? Il y avait un liquide pour le pare-brise rose, c'était pour l'été. Et ça, c'est pas parce qu'il y avait de la neige pour les plus jeunes, c'est parce qu'il y avait trop d'insectes. Au Québec, on a fait disparaître plus de 80 des populations d'insectes. Si vous avez fait un cours de bio, l'insecte nourrit les oiseaux, puis c'est la chaîne alimentaire. Actuellement, on est sur une pyramide alimentaire. On est dans le haut, hein, on aime ça, les humains se mettent en haut, mais on met des bâtons de dynamite aux étages inférieurs. Pas sûr qu'on va pouvoir toffer la run bien, bien longtemps. D'ailleurs, les chiffres, voici, on est la 6e extinction de masse. On va parler, vous avez la définition d'une extinction de masse, c'est lorsque la moitié des êtres vivants sont éradiqués. La 5e extinction de masse, c'est le fameux météorite qui a frappé la Terre, qui a fait disparaître 75% du vivant en 66 années. Mais moi, je ne les trouve pas très bons, le météorite, parce qu'on est bas, là. Nous, on est à 73, on l'a fait en 55 ans. On fait beaucoup mieux. On fait une bonne job, on fait une meilleure job. Et j'insiste, le taux de disparition, c'est 2 par année. Dans 2 ans, quand l'étude va sortir, on va être, si le taux ne change pas, à 4 supérieur à 77 en 57 ans. Donc, on va battre allègrement le 5e extinction de masse. On est dans la 6e. Donc, ça, c'est pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Ceux qui font de l'école anxiété, je m'excuse. Il ne fallait pas venir à soir, il ne fallait pas venir ici. Parce que ça, c'est le vrai problème. C'est la disparition du vivant. Et petit proverbe que souvent on attribue aux Autochtones, mais ce n'est pas aux Autochtones, c'est publié là, dans un roman, mais on ne sait pas quel auteur. Je vous laisse le lire. Hein, je peux le lire. Là. Lorsque l'homme a recoupé le dernier arbre, pollué la dernière goutte d'eau, tué le dernier animal et pêché le dernier poisson, alors il se rendra compte que l'argent n'est pas comestible. C'est ce qui fait dire aussi, c'est de valeur parce que ces limites-là que je viens de vous présenter sont connues depuis 1972. Vous avez tous probablement entendu parler de l'étude du MIT, étude qui a été commanditée en 1970 par ce qu'on appelle le Club de Rome. Club de Rome sont des entrepreneurs italiens, des hommes d'affaires italiens créés en 1966, qui ont fait fortune, puis qui ont le goût de redonner à la société. C'est un boys club à l'époque. Aujourd'hui, le Club de Rome existe encore. Il y a des Québécois sur ce rendu international. Donc, vont mandater une équipe du MIT, 4 étudiants au doctorat puis au post-doctorat. Le MIT, pour ceux qui ne connaissent pas, faculté d'ingénierie, c'est la mecque du génie. Donc, les 4 vont travailler là-dessus, vont se faire aider par des étudiants à la maîtrise et vont simuler, vont accepter le défi qui est donné par le Club de Rome. Le Club de Rome, le défi, c'est la chose suivante. On a une question, comme on aimerait avoir une réponse. Voici la question. Est-ce que la croissance économique infinie est possible sur Terre? En 1970, c'est assez audacieux d'avoir même cette réflexion-là. Ils sont très en avance sur leur temps. Et le MIT, qui développait à l'époque ce qu'on appelle la science des systèmes complexes, avec un des premiers super-ordinateurs que le gouvernement américain leur avait donné. Le MIT, toujours les bienheureux à recevoir les nouvelles technologies. Donc, vont bâtir un modèle de la société économique, du monde économique. 5 modèles: la population, l'alimentation, la production industrielle qui comprend les biens et services, la pollution, j'en oublie un que je vais vous montrer. Donc, vont monter, ils vont publier un livre en 1972 qui s'appelle Les limites à la croissance, le rapport Meadow. On l'appelle aussi Meadow parce que conjointe, Donella Meadow, qui a écrit le livre, son conjoint Denis Meadow. Donella aujourd'hui est décédée, mais c'est elle qui a écrit le livre. Vont publier un livre en 1972 qui va être reçu moyennement. Le monde écologique vont le recevoir avec acclamation, le monde politique et économique vont le recevoir avec des briques et un fanal. Et les chercheurs vont avoir une mauvaise carrière parce qu'ils vont être critiqués tout le long de leur carrière d'avoir fait une étude. Les économistes vont dire, vous êtes une gang d'ingénieurs, les ingénieurs ne connaissent rien à l'économie, mêlez-vous de vos affaires, vous avez dit des niaiseries. Puis la principale critique qu'on va faire, parce qu'à l'époque dans le livre, il y avait 12 scénarios, on va leur faire la critique suivante. Vous avez oublié le génie humain, puis le génie humain, vous avez oublié la technologie. Elle était en train de dire ça au plus grand génie ingénieur. Là. Le MIT, tu ne dis pas ça aux gens à MIT, au doctorat et au postdoc. C'est des génies. Là. Fait que c'est eux qui inventent des technologies. Fait que toi, tu es économiste, tu n'as aucune étude en technologie, puis tu as vraiment le front de dire ça. Fait qu'en 2010, il y en a 2 de l'étude, vont reprendre un 13e modèle et vont le booster aux technologies, la fusion nucléaire,
les avions verts, tout. Ils mettent la technologie. Malheureusement, pour le monde économique, la fin va arriver plus vite. Le 13e scénario, c'est lui qui prend la fin la plus vite. Parce que dans les 12 scénarios, les 12 premiers, la réponse est négative. Ils disent, par des modèles mathématiques, ils disent on a tweaké les paramètres, on joue avec les paramètres. C'est pas une boule de cristal, c'est pas de la prévision, c'est juste de la simulation. Il faut vraiment comprendre la différence. C'est des modèles mathématiques. Ils disent, nous, avec nos modèles mathématiques, la réponse qu'on obtient, les 12 scénarios, ils ont fait des scénarios, puis ils ont joué avec les paramètres, on obtient une réponse négative. La croissance économique infinie est impossible sur une planète finie. Un enfant de 4 ans aurait pu penser à ça. Là. Tu n'avais pas besoin d'un super ordinateur. Mais encore aujourd'hui, les économistes, les politiciens, puis la majorité de la population ne croient pas à cette limite-là. Donc, ils arrivent à cette réponse-là, puis ils disent la fin, dans les 12 cas, va arriver au 21e siècle. Et le 13e scénario, bourré aux technologies, va arriver plus vite que tous les autres. Je vous montre le scénario, parce qu'en 2019, une personne qui est chez KPMG, donc qui n'est pas nécessairement reconnue pour ses vocations écologiques, fait sa maîtrise, elle est vice-présidente de développement durable, fait sa maîtrise et elle se dit, dans ma thèse de maîtrise, je veux regarder les données empiriques, donc les données terrain, les données réelles. On est en 2019, l'étude est sortie en 1972, on dispose de presque 50 ans. Je vais venir comparer, est-ce que le MIT avait raison ou tort sur 50 ans? Malheureusement pour nous, elle va découvrir qu'un des modèles, on est collé dessus avec une corrélation presque à 100%. Je vous le montre. C'est le seul modèle économique qui tient la route depuis 50 ans. Tous les autres modèles économiques, incluant la Banque nationale, Desjardins, quand vous les écoutez parler, dès la semaine suivante, ils changent d'opinion. Les économistes, je te jure, leur opinion tient maximum 7 jours. Ici, on est sur 50 ans et ça tient. Donc, les courbes, on reprend les profils, nos périodes que nos économistes français ont nommées. Donc, croissance de la population après la Deuxième Guerre mondiale, 2 milliards. Octobre 2023, 8 milliards. 2040, 10 milliards. 2100, 2 milliards. Donc, 10, 2. Et ça, c'est validé par l'ONU 2 fois l'année passée. L'ONU a validé les chiffres du MIT à 2 reprises. Donc, le MIT, 50 ans avant l'ONU, ont validé les chiffres. Après ça, nos ressources naturelles, je vous ai montré le tableau de Mendeleïev, je vous ai montré, expliqué qu'est-ce qu'il y a eu avec le pétrole, j'aurais pu vous montrer d'autres ressources. La courbe, vous voyez que la disponibilité des ressources naturelles, on la suit actuellement. Actuellement, les données arrêtent en 2019. Avec mon épouse, Sonia, qui est dans la salle à l'arrière, on finance un fonds philanthropique à l'ETS, c'est un fonds personnel que je finance, et on a une étudiante qui est en train de mettre à jour les données entre 2019 et le printemps 2025. Fait que j'ai hâte de voir lorsque les données vont être à jour. Mais ce qu'on me dit, c'est que les données réelles sont un peu en avance par rapport au MIT. Fait que c'est juste un petit peu plus pire, d'après ce que je comprends. On verra. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la chose en rouge. Là, en rouge, ce n'est pas encore prouvé. La nourriture, on est sur un plateau mondial depuis 2019, la guerre en Ukraine, parce que ça ne tient pas compte de la guerre. L'Ukraine et la Russie, les deux plus gros producteurs d'engrais. Pourquoi qu'on est passé de 2 milliards de population à 8? C'est à cause des engrais chimiques. Et les 3 usines, plus grosses usines, qui est environ 15% de la production des engrais chimiques, est en Ukraine. Dès le début de la guerre, les Russes ont détruit les 3 usines, c'était voulu, pour créer une pression sur les marchés alimentaires. Et on a eu la bonne idée de faire un embargo sur les produits russes. C'est les deux plus gros producteurs d'engrais. C'est ce qui explique, quand vous allez à l'épicerie, que vous trouvez ça cher. Ben, vous trouvez ça cher parce qu'il y a moins d'engrais, puis l'engrais coûte cher. C'est juste que nos deux gros producteurs, il y en a un qu'on a boycotté, puis l'autre a fait détruire ses installations. Donc, le plateau, et c'est pour ça qu'avant COVID, 150 millions qui ont faim, 350 millions d'humains aujourd'hui ont faim. On a rajouté 200 millions. Ça, c'est des chiffres de l'ONU. Production de biens et services, nous tous, on produit des biens, des services, on fait du marketing, on fait de la consultation, etc., etc. On fabrique des biens. Pic en 2040, et voyez la courbe après ça, c'est le toboggan, ça descend allègrement. Et finalement, et non la moindre, la courbe de pollution. On le voit, drill, baby drill. Et je peux vous assurer que quand on va avoir pas de lièvre, fait que quand que les moments économiques deviennent difficiles, on utilise des moyens peu vertueux, très dommageables pour l'environnement parce que c'est les moins coûteux. Fait que c'est exactement ce que le MIT. Le MIT avait prévu 50 ans à l'avance ce qu'on vit actuellement. C'est le seul modèle économique qui tient la route depuis 50 ans. Modèle fait par des ingénieurs et non par des économistes. Donc, ça, c'est la réalité des choses. On verra si le rouge se maintient. Dr Mido, en 2022, c'était le 50e anniversaire, Dr Mido qui est encore vivant. Une journaliste française l'interviewait en disant « Dr Mido, vous devez être fier ». Et le livre que j'ai montré tantôt, c'est en honneur du 50e anniversaire, je vais juste reculer. Le livre que j'ai illustré, c'est la version publiée
en anniversaire du 50e. Elle disait, devait être fier, docteur Mideau, parce que, enfin, 50 ans plus tard, on prouve que vous aviez raison. Et sa réponse, comme un bon chercheur, il dit, Madame, vous n'avez pas le droit de dire ça. Il dit, on a raison sur les 50 premières années, puis là, il y a un petit sourire qui... Il dit, si un martien apparaît sur Terre, apporte une nouvelle technologie, peut-être que les courbes vont changer. Et là, il y a juste la petite lèvre qui bouge. Là, elle ne sait pas si, oui, il est en train de te payer ta gueule. Fait qu'effectivement, elle demande, est-ce que vous riez de moi? Ben, il dit, oui, c'est une farce. Fait que si un modèle tient la route 50 ans, les chances que les courbes s'inversent du tout, surtout qu'on est dans un environnement business as usual, on peut penser que ça ne se passera pas. En tout cas, nous, c'est l'hypothèse qu'on met parce qu'on ne voit aucun changement sociétal. C'est ce qui fait dire à un autre professeur à l'ETS, Daniel Rousse, qui s'intéresse au système économique. Je vous laisse lire. Hein, le développement dit durable consiste à s'entendre sur la vitesse à laquelle on scie la branche sur laquelle on est assis. Personne ne parle d'arrêter de scier. Enfin, nous sommes très peu. C'est une bonne définition du développement durable. J'adhère. L'autre définition que j'aime beaucoup, Timothée Paric, que vous connaissez probablement tous, l'économiste de la décroissance. Timothée, lui, va nous résumer la croissance verte comme suit. La croissance verte est comme un médecin qui conseille à un patient atteint d'un cancer des poumons de persévérer dans sa consommation de tabac en espérant que bientôt une imprimante 3D révolutionnaire sera capable de lui imprimer de nouveaux poumons. Ça, c'est la croissance verte que nos politiciens nous vendent à tout bras. Donc, les limites à la croissance, la solution, il nous l'avait donnée. On n'a pas voulu l'écouter. Vous n'avez même pas voulu me la dire tantôt quand j'ai expliqué les limites. Le MIT nous le disait en 72. On n'a pas écouté. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des constats plates. Puis là, vous allez tirer sur le messager, mais moi, ce que je vous ai présenté, ce sont des données internationales. On ne les a pas produites. Donc, ce que le MIT nous disait, c'est qu'il faut réduire notre consommation matérielle. Et à ça, je rajoutais énergétique. Il ne faut pas être plus efficient, il faut réduire. Il faut réduire, on a le défi de réduire la consommation énergétique et matérielle. Pas faire mieux, réduire. Pas d'être plus efficient, réduire. Être plus efficient, ça veut dire l'enfant, vous lui dites, il va quand même se noyer, il va avancer moins vite, il va vers la piscine qui n'a pas de clôture. Mais il va se noyer quand même. Puis là, sortez-moi pas des termes comme régénératif ou durable ouvert, il va quand même se noyer. Donc, le MIT nous le disait, on ne l'a pas écouté, on se retrouve aujourd'hui, et c'est un peu dans les scénarios qu'on va vous présenter, on doit tenir compte de ça, ce sont des tendances de long terme. Rien dans les données nous dit qu'on va inverser les choses, donc on doit se poser la question, si ça se continue, 2040, ça ressemble à quoi? Parce qu'on doit prendre des décisions basées là-dessus. Donc, prospectus, je suis en retard ou trop... Hey, 2 minutes, puis il m'avait pris 2 minutes, je suis pile poil, full poil. Questions, commentaires, je sais que là, le moral est à terre. Là. Je vais faire un test de main, OK? Qui est encore en forme? Ah, quand même. C'est le numéro de centre d'aide suicide. Oui, quand même. C'est juste parce que, tu sais, c'est prévention. OK. Oui, ouais, on devrait mettre... Je sais pas, là. Tu peux sauver des gens. J'avais oublié, tu sais, puis là, des fois, les gens me disent, je suis pessimiste. Elisabeth, ma fille, est dans la salle, elle m'a acheté ça à Noël. Je voulais le mettre. Je suis optimiste. Je ne suis pas pessimiste. Je suis optimiste. Mais la maison brûle. Ouais, je vais le mettre tantôt. Je vais te faire plaisir, je vais le mettre. Ouais, c'est ça, il faisait chaud. Donc, on va parler de prospective. Parce qu'on a mis la table, puis là, je vous ai présenté, j'en ai pour 40 heures. Hein. Là, j'ai fait 1 heure, mais j'en ai pour 40 heures. J'aurais pu vous déprimer 40 heures. Fait que là, je me suis abstenu sur 1 heure. Imaginez quand on fait 3 heures. Là, chez nous, on barre les portes, on tape les fenêtres parce qu'on est au 5e étage, nos bureaux, puis on veut quand même garder le monde. Donc, prospective économique, qu'est-ce qu'il y en est? J'ai mis, on va regarder dans la prospective ce qu'on appelle des signaux. C'est mon fameux nerf, vous voyez que j'étais en temps. Ouais, celui-là, 30 minutes, je vais le mettre pendant que je vous explique. Donc, ça, c'est le Forum économique mondial dont Trump témoigne demain. Hein. Trump passe en visioconférence au Forum économique mondial demain. Normalement, il est là, le président américain sur place. Cette fois-ci, j'imagine qu'il y a d'autres chats à fouetter. Peut-être mettre une taxe au Canada, j'imagine, ou des choses de même. Il y a du golf, donc très occupé. Fait qu'il va témoigner demain, là, c'est la rencontre annuelle en Suisse,
En préparation de la rencontre du Forum économique mondial, il y a un sondage qui est administré toujours à l'automne. Ça, c'est la réponse. Il est sorti la semaine passée, hein, celui-là, la réponse du sondage octobre 2024 ou automne 2024. On demande aux grands dirigeants de la planète, là, je vous ai mis le 10 ans, ils répondent sur 2 ans, 5 ans, 10 ans. Là, je vous ai mis le 10 ans. On leur demande, monsieur les dirigeants de la planète, ça, c'est les 11 plus grandes entreprises du monde, donc des Canadiens, des Québécois, Américains, etc., vont répondre. La question est simple. Quels sont les risques que vous voyez à l'économie? Et là, c'est l'horizon de 10 ans. Voyez les différentes couleurs, je vous invite à regarder. Rouge, c'est les risques économiques. Est-ce que vous voyez du rouge là-dedans? Non. Les grands dirigeants de la planète, qui c'est des dirigeants de multinationales, nous disent que dans 10 ans, je reprends l'expression de Jean Charest, nous, on dirige les grandes entreprises, mais on ne dirige plus l'économie. On n'a plus les deux mains sur le volant. Ce n'est pas nos décisions de gens d'affaires qui vont dicter la santé économique. Et regardez chacun des thèmes. De 1, c'est les plus importants, jusqu'à 10, les moins importants. En 2019, du vert, il n'y en avait pas bien. Ce n'était pas sur l'écran radar des dirigeants. L'environnement, l'écologie, ce n'était pas sur l'écran radar. Et même chose, le bleu, il y en avait. Est-ce qu'il y en a là-dedans? Parce que je ne veux pas toutes les expliquer. Y en a-t-il que vous ne comprenez pas? Je pourrais expliquer ceux que... Puis soyez pas gênés. Si vous les comprenez, tant mieux. Y en a-t-il que vous ne comprenez pas? J'imagine que celui-là, vous le comprenez tous. Celui-là ici, vous le comprenez? C'est la 6e extinction de masse, entre autres. Changement critique, c'est les limites planétaires. Pénurie de ressources, je viens de vous l'expliquer, tableau de Mendeleïev, pétrole. Faites-vous la différence entre désinformation et mésinformation? La désinformation, elle est volontaire. La mésinformation, elle est involontaire. Je prends une information que je fais circuler, ne sachant pas qu'elle est fausse, mais elle est fausse, puis je la fais circuler. Fait que mésinformation involontaire, désinformation volontaire. Conséquences négatives, je n'ai pas besoin d'expliquer. Inégalité, vous les comprenez, c'est le 0,1 %. Donc, il y a de plus en plus, la richesse va dans les poches de moins en moins de monde. Donc, on a une croissance faible, puis en plus, cette croissance-là profite de moins en moins de gens. Les deux amènent une polarisation sociétale. Aujourd'hui, être dans le centre, ce n'est pas une belle position d'un point de vue politique ou autre. Hein. On est de plus en plus gauche ou extrême gauche, droite, extrême droite. Une position dans le centre, ce n'est pas la position où on veut être. C'est difficile d'argumenter avec les gens aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on appelle la polarisation. Cyberespionnage, vous comprenez. Pollution, vous comprenez. Donc, vous voyez que l'économie, les grands dirigeants économiques avancent dans les tendances que les autres considèrent comme des risques, arrivent avec le même constat que Kaboom. Donc, c'est pas juste notre constat, puis je pourrais vous présenter plusieurs autres analyses. Toutes les analyses pointent dans la même direction, avec les mêmes causes. Donc, ce qu'il faut se poser comme question pour le Québec, ce qu'on dit, le Québec va vivre de grandes destructions de valeur et à côté aussi de grandes créations. Il va y avoir de la création de valeur, mais il va y avoir aussi de la destruction de valeur. Donc, face à la métacrise, que je vous ai résumé, j'ai été bon en 1 heure, il y a certains sujets que je n'ai pas abordés, mais que vous connaissez. Donc, la métacrise, ce sont un ensemble de crises qui sont interreliées. Je vais vous le montrer comment, rapidement, tantôt. Tout ça est interrelié. On ne peut pas les traiter individuellement. C'est une erreur de traiter, par exemple, du changement climatique sans traiter de toutes les autres crises. Parce que les solutions qu'on apporte deviennent des problèmes. Et c'est vrai dans pratiquement tous les cas. Les gens avancent une solution, mais ta solution, quand je la confronte à l'ensemble des variables de la métacrise, ben, ta solution devient une très mauvaise idée. Et personne ne fait cet exercice-là. C'est ce qu'on a fait en prospective. Je vais vous montrer comment on l'a fait. Donc, le but pour nous, c'était de répondre à cette question-là ici. Quels sont les produits, services, activités zombies? Un zombie, vous savez c'est quoi? Ça roule peut-être encore, mais c'est mort. Vous ne le savez pas. Dans la salle, il y a du monde assis sur des chaises aujourd'hui qui ne feront peut-être pas le même métier dans 5 ans, je vous l'assure. Vous ne savez peut-être pas, mais je vous le dis. Et à l'inverse, il y a des métiers, des activités, des professions qui vont croître. Quand on parle de croissance négative, parce qu'on ne parle pas de décroissance, décroissance, elle est planifiée, elle est organisée, puis on peut le faire en intelligence, mais on n'a pas choisi ça. On a choisi une croissance négative, on l'a choisi, on va l'avoir. Dans un contexte de croissance éventuellement négative, ben, il y a des activités, produits et services qui vont diminuer, puis certaines vont disparaître, et c'est déjà commencé. Les difficultés que certains, vous pouvez vivre actuellement dans vos entreprises, dans vos modèles d'affaires, ça ne s'améliorera pas. Je suis plate, là, mais ça ne s'améliorera pas dans 12 mois, pas plus dans 24, pas plus dans 36. Ça va aller juste, si vous regardez la courbe du PIB et tous les courbes que je vous ai montrées,
ça va juste malheureusement aller dans la mauvaise direction. Donc, vous devez vous poser la question suivante. Est-ce que je fais partie des activités zombies ou je fais partie des activités avec un avenir, sans se mettre la tête dans le sable? Parce que si je n'ai pas d'avenir, on peut faire ce qu'on appelle une redirection. Les Français vont parler de redirection écologique. Est-ce que j'ai le temps de rediriger mon modèle d'affaires, mon activité personnelle, parce que je suis peut-être juste un professionnel, je suis peut-être un chef d'entreprise. Est-ce que j'ai le temps? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que si tu t'endors au gaz, tu es une activité zombie, puis tu me parles de développement durable, tu ne seras plus là pour en parler. Parce que là, tu perds du temps précieux. Puis si tu dis que tu vas faire ça régénératif, tu vas quand même fermer les portes. Ça ne marchera pas. Donc, il faut avoir un constat lucide, à regarder les choses en face et dire de quelle catégorie je fais partie. Et ce genre de questions-là doit se poser territoire par territoire, parce que ce n'est pas la même chose à Montréal versus à Gaspésie. Chaque pays est différent, chaque province est différente, et même à l'intérieur d'un territoire, la réponse est différente. On ne peut pas tirer des conclusions de dire l'industrie des communications marketing, voici ce qui va arriver. Non. Non. On ne peut pas le faire. Il faut le faire vraiment beaucoup plus petit sur une échelle plus petite. Il faut avoir cette réflexion-là. Mais il faut se la poser comme employé, comme professionnel, puis comme dirigeant. Parce que je peux vous assurer qu'on peut y laisser sa chemise si on ne se pose pas cette question-là. Et ce n'est pas quand que la tempête frappe que c'est le temps de se préparer. Parce que si vous êtes du mauvais côté de la page que je viens de montrer, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans à se rediriger. Donc, ce n'est pas quand ça frappe qu'il faut se rediriger, c'est immédiatement. Se dire, je suis peut-être dans une activité qui n'est pas intéressante. Comme on fait l'exercice. On a réinventé cette année, 50 de notre chiffre d'affaires, on ne le faisait pas, sur des nouveaux axes qu'on ne faisait pas l'année passée. 50 et on devrait finir en décembre 2026 à 80 parce qu'on s'est dit, le conseil stratégique, zombie, je vais le dire, pour nous, les services professionnels, une grande partie zombie. Conseil stratégique, kaboom, on est zombie, on est mort. Ben, je peux vous assurer qu'on ne meurra pas. On a fait notre direction écologique. Donc, mais si on ne l'aurait pas fait, on serait la moitié moins aujourd'hui. On serait la moitié moins d'employés aujourd'hui, si on n'aurait pas fait ça. Et tout le monde doit se poser cette question-là avec courage, parce qu'on ne le fait pas. Donc, il faut arrêter de lire conseiller sur le passé, il faut regarder sur le futur. Donc, il y a 2 chemins possibles. Il y a soit je me mets dans le coin, puis je pleure, puis je dis Jean-Pierre est catastrophique, puis je l'aime pas, puis je fais l'autruche. Ça, c'est 95 des gens vont faire ça, vont jouer l'autruche, puis vont attendre d'être frappés. Seulement 5 vont décider d'affronter la tempête, puis de changer leur façon. Là, 5 c'est ce qu'on appelle les leaders. Malheureusement, c'est la nature humaine, puis même si je fais bien des conférences, j'ai aucune attente. Je sais que ce soir, 5 seulement vont acter sur le 2. 95 vont réduire la voile, attendre que ça passe. Vous risquez d'attendre longtemps, mais c'est un choix. Le choix est personnel, ça vous appartient. Puis c'est vrai au niveau des entreprises. C'est vrai au niveau des entreprises. Donc, puis là, je ne parle plus pour le 95 de le reste de la salle, je parle aux 5 Le reste de la présentation, c'est pas le 5 Fait que, comment on fait ça, la gang du 5 On fait de la prospective. On se projette dans, puis c'est ce qu'on va vous montrer, en 2040. Parce que la prospective, c'est quoi? C'est de regarder le présent avec des yeux du futur. Très souvent, lorsque les gens font de la stratégie ou de la réflexion, ils regardent le présent avec des yeux du passé. Ce n'est pas une bonne solution aujourd'hui. Il faut vraiment, parce que le passé n'est plus garant du futur. Donc, il faut vraiment regarder, se projeter avec des futurs au pluriel, parce que face au futur, on a tous raison, mais on a tous tort en même temps. On peut argumenter, mais on a tous tort ou on a tous raison. Donc, on trace des futurs possibles 2040. On en fait une lecture aujourd'hui et on dit quelle trajectoire je décide d'emprunter. Et personne n'a la vérité infuse parce qu'on n'a jamais vécu ça. On est à la fin. Je vous ai montré la courbe tantôt du PIB, la courbe bleue. On appelle ça des microcycles économiques, des cycles qui durent 7 à 9 ans. C'est la fameuse alternance entre récession, 18-24 mois, et une activité économique qui va durer quelques années. Puis ça dure 7-9 ans. Ces cycles-là, petits cycles, s'inscrivent dans ce qu'on appelle un mégacycle économique qui dure 225 à 250 ans. Les mégacycles économiques sont concentrés autour d'une puissance dominante. Aujourd'hui, c'était les États-Unis.
Je parle au passé parce que le BRICS nous ont dépassé. Le G7 qui est concentré autour, les G7, Japon, Canada, l'Europe et les États-Unis, était concentré sur ce qu'on appelle les pays occidentaux. On était les puissances ou la puissance, si on parle des États-Unis, dominante. Aujourd'hui, le BRICS nous ont dépassé. Donc, leur économie est plus grande que la nôtre. Et ça va aller en s'accélérant. Donc, lorsqu'on arrive à la fin d'un méga cycle économique, le futur va être totalement différent. Et c'est la 6e fois que ça arrive dans l'histoire. Lorsque le système capitaliste a été inventé avec les Hollandais, il y a eu les Hollandais, les Chinois, les Anglais, etc. Aujourd'hui, c'est les Américains, c'est à leur tour, comme puissance, de voir leur puissance. C'est ce qu'on appelle l'Empire du déclin américain. Le film québécois, ben, c'est carrément ça qu'on est en train de vivre. On vit le déclin de l'Empire américain. C'est un cycle qui est en train de prendre fin. Il y a un nouveau cycle économique qui va prendre, et cette période de transition-là va durer 20 à 30 ans. Là, j'ai oublié le changement climatique et tout. Là, je parle au niveau économique. Donc, on est dans cette période-là. Les 20 à 30 prochaines années, personne n'est capable de savoir, mais il faut expérimenter. Il faut dire, OK, je suis peut-être zombie, mais qu'est-ce que j'expérimente dans ma réflexion pour me réinventer, puis suivre, puis modeler mon activité professionnelle ou mon entreprise dans cette réinvention-là que je dois faire. Donc, c'est à ça que ça sert l'exécution ici, ce qu'on parle de plan. Puis vous comprenez bien qu'on parle de plan d'adaptation parce que, étant donné qu'on a pris la décision de ne pas agir, bien, les événements que je vous ai présentés vont se passer, donc il faut s'adapter. On n'est plus dans la mitigation. Et quand on parle de prospective, oh, tiens, Joël, tu avais l'air trop confortable. Je te laisse me présenter le reste, Joël. Ben oui. Ah, ben oui. J'avais dit que je le ferais. Là. Je pensais que non, finalement. Je te laisse parler tout. Donc, on a développé justement un outil de prospective pour pouvoir élaborer ces futurs possibles-là qui aident les clients justement à se projeter dans l'avenir et ça leur donne une bonne idée de ce qu'ils doivent mettre en place aujourd'hui pour pouvoir être plus résilients et s'adapter en fonction de ces futurs possibles-là. Donc, on a travaillé avec une quinzaine de chercheurs. On a identifié au départ une cinquantaine de variables qui pouvaient justement être des risques, des éléments potentiels qui pouvaient affecter notre économie ici au Québec à un horizon 2040, donc une quinzaine d'années à partir d'aujourd'hui. Puis, on a finalement retenu 14 variables qui nous semblaient être celles qui étaient les plus impactantes là, justement pour cette économie-là, dont 5 principales là, qui sont ce qu'on appelle les variables dominantes qui vont vraiment avoir un impact plus grand sur l'ensemble des variables. Donc, vraiment de façon très systémique. Puis là, j'imagine que c'est ça la prochaine diapo. Ah, voilà. Je me doutais. Alors, les 14 variables qu'on a retenues se retrouvent ici à l'écran, puis les 5 principales là, sont celles qui sont encadrées en rouge. Donc, la démondialisation, on le sait, hein, en ce moment, on le voit très bien. Il y a une tendance des pays à vouloir se replier sur eux-mêmes, les États-Unis étant un très bon exemple avec l'intention de nous imposer leurs tarifs. Donc, on sait qu'on va aller vers une certaine démondialisation qui est déjà amorcée. On ne sait pas exactement jusqu'où ça va aller. Donc, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, justement, puis qu'on ne peut pas exactement savoir comment ça va se décliner dans le futur, bien, on prend une variable comme celle-là, par exemple, la démondialisation. On l'appelle variable, justement, parce qu'on ne sait pas exactement dans quelle direction ça va aller, mais on émet un certain nombre d'hypothèses pour chacune de ces variables-là. Donc, pour la démondialisation, par exemple, est-ce qu'on va séparer le monde en 2 blocs ou est-ce qu'on va plutôt faire des affaires avec chacun nos continents ou si on va encore plus se replier sur nous-mêmes puis être vraiment en mode très autarcique? On ne le sait pas. Fait qu'on fait des hypothèses comme ça pour chacune de ces variables-là, en sachant que les 5 variables principales ont plus d'impact que les autres là, qui influencent davantage. Puis en les mettant comme ça en interrelation, ça nous permet d'élaborer des scénarios de futur possibles. Donc, on a élaboré 5 scénarios en particulier. Là, je ne sais pas ce que tu as mis dans la prochaine. Ah, c'est pas ça. Oui, ça va. Okay. Ah, les 5 scénarios. Voilà. Les 5 scénarios de futur possibles. Donc, on va du plus difficile, dans le fond, le moins optimiste au plus optimiste, en sachant très bien qu'avec ce que Jean-Pierre vous a présenté,
même le plus optimiste, on n'est pas dans la continuité de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Là, on comprend qu'on s'en va vers des grandes transformations, des changements majeurs, des cassures qui va y avoir dans les années qui viennent. Mais quand même, si on fait aujourd'hui collectivement les bons choix et qu'on met en place aujourd'hui les éléments d'adaptation qui s'imposent en sachant tout ça, bien, on pourrait espérer aller vers le scénario qui est le plus optimiste. En fait, bon, là, je vois que tu as mis même ceux qu'on écarte. Quand on fait de la prospective comme ça, on élimine tout le temps les scénarios extrêmes. Le scénario très utopiste, dans ce cas-ci, c'est la technologie, ouais, c'est ça. Les avions verts et la fusion nucléaire et la technologie va nous sauver. Nous, on n'y croit pas vraiment, en fait, pour toutes les raisons exposées par Jean-Pierre. Donc, ça, on l'élimine. Puis, le scénario complètement dystopique à la Mad Max où tout s'effondre, bien là, de toute façon, ça donne quoi? Tant qu'à ça, on l'élimine aussi. Fait qu'on va aller vers les scénarios après ça qui se recentrent et qui restent réalistes pour nous dans ces futurs possibles-là. Fait que voilà, on a élaboré ces scénarios-là et c'est ce que vous pouvez retrouver. Ah, OK. Avec exactement dans le livre, le e-book qu'on a produit. Vous pouvez le télécharger gratuitement en ligne sur notre site web. Alors, vous pourrez le télécharger sur notre site web, c'est gratuit. Ça vous détaille un petit peu justement, un peu comment on a procédé, la mécanique pour élaborer ces scénarios prospectifs-là. Puis aussi, ce qui est vraiment intéressant pour rendre ça digestible aussi pour les gens qui le consultent, on a demandé, là c'est 3 qui est présenté, mais en réalité, est-ce que on présentait-tu le contenu comme tel? Ah, OK. T'as-tu d'autres diapos que ça? OK. OK. Voilà. Je suis vraiment bien préparée. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans la présentation. Alors, dans le e-book, vous allez voir, il y en a 5. Ce qui est vraiment intéressant, si vous le lisez, c'est qu'on a demandé à des auteurs de science-fiction de rédiger une courte histoire d'une journée dans la vie d'un protagoniste, finalement, qui vivrait dans un de ces 5 scénarios-là, finalement, en 2040. Fait que c'est quand même plus intéressant que de lire un peu nos affaires un peu plates de consultants où on décrit le rôle de l'État, puis bon, ces choses-là. Mais bref, on a ici illustré, juste pour vous donner une idée, j'imagine, de ce qu'il y a dans les scénarios qu'on a élaborés. 3 différents scénarios. Donc, c'est les 3 du milieu. Donc, c'est les 2 extrêmes et celui du milieu. Donc, le scénario tendanciel, on a toujours fait comme ça. Mettons, qu'est-ce qui se passe si on continue exactement sur la même trajectoire, puis on espère le mieux, finalement, là, qu'on n'ait pas les pires impacts qui pourraient survenir en fonction de ce qui a été présenté. Il y a le scénario de la spirale infernale qui est vraiment notre plus pessimiste. Donc, si finalement tous les éléments qui se présentaient dans nos variables sont les éléments négatifs, là, les hypothèses les plus pessimistes. Et disons qu'on fait tous les bons choix à partir de maintenant. À ce moment-là, on s'en va vers le scénario post-croissance, qui est le scénario le plus optimiste. Alors, dans le scénario tendanciel, ce qu'on voit, c'est que puis, ce qui est important de comprendre, c'est que j'ai dit 5 variables qui sont dominantes, là, qui donnent un peu le ton pour l'ensemble des scénarios, mais il y a toujours une variable de laquelle on part pour dresser nos scénarios, pour un peu faire notre ligne directrice. Dans ce cas-ci, on s'est rendu compte que celle qui avait le plus d'impact, qui avait vraiment la mainmise sur l'ensemble de nos variables, c'est le rôle de l'État. Si l'État s'implique et fait les bons choix et investit dans les bonnes sphères d'activité, disons, ça a un impact énormément important sur le résultat au final que si l'État finalement se désinvestit complètement et laisse aller finalement au niveau de l'économie, au niveau des changements climatiques, etc. Donc, ici, on part du scénario où l'État, un peu comme en ce moment, là, oscille un peu entre vouloir impulser un certain changement, mais on ne veut pas trop brasser la cage. Donc, on continue sur cette lancée-là.
Les conséquences, c'est qu'en 2040, l'économie du Québec va stagner. Il va y avoir définitivement beaucoup d'inflation, comme on l'a vu là, avec ce que Jean-Pierre a présenté, ça devient un peu une fatalité. Puis, on peine à s'adapter à un monde en mutation. Les réformes sont évitées, donc il faudrait qu'on fasse des choix très difficiles dès maintenant. Puis, plus ça va, plus les choix seront difficiles. On le voit, là, l'État est vraiment endetté en ce moment. Si on ne prend pas des choix collectifs de protéger, par exemple, les services sociaux, puis de faire justement les investissements au bon endroit, bien, il y a des chances qu'on pousse on pèle par en avant, puis on se retrouve dans une situation comme ça où, à un certain moment donné, l'endettement de l'État fera en sorte qu'il n'y aura plus de possibilité vraiment d'agir. Bon, bien ça crée de la polarisation au niveau des citoyens, puis qui vont voir leur niveau de vie diminuer au fur et à mesure. Puis, dans un scénario tendanciel, bien, on le voit, la lutte contre le changement climatique va surtout être laissé à des initiatives volontaires. On ne réglemente pas vraiment. On s'attend à ce que les entreprises s'autorégulent puis que les gens fassent leur part, mais finalement, ça ne donne pas vraiment des résultats très intéressants. Le scénario le plus pessimiste, qu'on a joyeusement appelé la spirale infernale, c'est vraiment un scénario où il y a un certain effondrement quand même au niveau de l'état de l'économie. Puis de notre société là, au niveau de la place de l'État dans nos vies. Donc, on serait plus dans un scénario où l'endettement, disons que l'État continue à s'endetter encore plus que ce qu'il est déjà. Puis, rendu en 2040, bien, il n'y a plus du tout la possibilité d'intervenir pour soutenir l'économie. Les entreprises n'ont plus la possibilité de poursuivre leur investissement parce qu'elles aussi, elles s'endettent et ce n'est pas très soutenable. Donc là, on s'en va vers une spirale de déclin. Tu sais, on présente ça, puis les gens, des fois, ont comme réaction ouais, mais là, ça se peut pas vraiment. Bien, il n'y a pas si longtemps, la Grèce a vécu exactement cette situation-là. Puis je nomme la Grèce plutôt que d'autres pays dans le monde qui l'ont aussi vécu parce que ça reste un pays européen, occidental, puis c'est pas si loin de notre réalité que ça. Donc, c'est pas vrai que c'est pas une possibilité si on fait pas les bons choix à partir de maintenant. Chômage, la faim, bon, vous connaissez un petit peu, j'imagine, un peu ce qui pourrait s'enclencher si on s'en allait dans ce genre de scénario-là, puis vraiment vers du protectionnisme, on se replie sur nous-mêmes. Fait que celui qu'on veut éviter à tout prix, on a bien compris. Le scénario le plus optimiste, en fait, qui découlait de nos exercices était celui où, justement, on prend le taureau par les cornes à partir de maintenant, hein, dès que possible. On prend acte des éléments, justement, présentés jusqu'à maintenant par Jean-Pierre, donc la croissance, ou en tout cas la possibilité de s'imaginer qu'on va repartir vers une tendance à la hausse au niveau de la croissance du PIB. C'est pas vraiment une réalité. On prend acte de ça. On choisit démocratiquement, collectivement, ensemble, que ça serait mieux de faire des choix qui sont plus équitables, aller vers davantage de réduction des inégalités. On mise sur la lutte au changement climatique parce que plus ça va aller, plus ça va coûter cher de s'adapter. Donc, plus qu'on se prépare maintenant, moins on s'endettera collectivement si on le fait dès maintenant. Bon, etc. Les autres éléments aussi reliés à l'écologie, les écosystèmes et tout ça. La priorité est vraiment mise sur les limites planétaires, mais aussi la réduction des inégalités, s'assurer qu'on maintient une certaine qualité de vie pour la majorité, sachant que, on va devoir se le dire, on s'en va vers une descente énergétique et matérielle pour tous. Là. Donc, il faut qu'on accepte que le train de vie qu'on a connu jusqu'à maintenant, c'est fini. Donc, dans ce scénario-là, on en prend acte comme collectivité, les gouvernements aussi, puis on s'en va vers des choix collectifs qui vont dans cette réalité-là.
les écosystèmes vont à ce moment-là commencer graduellement à penser, à se rétablir. On est quand même juste en 2040. Puis là, on s'enligne pour être un peu plus dans le respect des limites planétaires. Ceci étant dit, pour l'accord de Paris, il faudrait qu'on ne soit pas les seuls sur la planète à faire ce choix-là, on s'entend. Puis à ce moment-là, ben, c'est ça, ça prend une participation de tous, puis on est plus dans une optique d'égalité, de justice sociale, etc. Fait que ça, c'est un peu les scénarios les plus extrêmes, puis le tendanciel. On en a 2 autres là, que vous pourrez consulter, lire si vous téléchargez le e-book. Y a-t-il d'autres choses? Ah oui, OK. Selon vous, avec ce que je viens de vous exposer, on s'en va vers quel scénario, lequel est le plus probable? C'est ça la question? Ouais, OK. À main levée, bonne idée. À main levée, ceux qui pensent que c'est le premier, le scénario tendanciel qui risque de prédominer. OK, quand même. La spirale infernale. Bon. C'est sûr qu'après la présentation, moi, quand je la donne, ça a l'air, Mathias se dit que j'étais moins raide, hein, quand même. Puis le scénario optimiste. Ouais. Non, quand même. Ouais, vers quoi on s'en va? Ouais, elle est un peu tendancielle, la question. Mais bon. L'idée, c'était surtout de présenter les scénarios puis de réfléchir ensemble. OK, c'est ça. Ouais. Ah, je peux-tu faire mon petit moment d'espoir? Hein? Il est quelle heure? As-tu le temps? OK. J'en profite, il m'a donné le micro. Moi, je trouve que c'est important de mentionner, tu sais, tantôt Jean-Pierre a montré une image où il y a comme on est à la croisée des chemins. Moi, je pense que l'humanité, on est à la croisée des chemins en ce moment avec tous ces éléments-là qui ont été présentés. Il y a, tu sais, on arrive à vraiment, il y a un chemin ici, puis là, des fois, je disais, tu sais, il y a un chemin à gauche, il y a un chemin à droite, j'ai arrêté de dire ça, c'est trop mélangeant. Mettons, bâbord, tribord, ou c'est quoi en théâtre, là? Côté cour, côté jardin. OK, fait que disons qu'on s'en va côté cour. Je ne sais même pas si c'est le bon bord, mais on va faire comme si. Là, il y a quand même une grosse partie de la population au niveau mondial qui prennent ce chemin-là, qui est davantage d'individualisme, puis c'est un peu le chacun pour soi. On sait ça mène où, ce chemin-là. Puis chez Koboom, on travaille très, très fort pour justement faire ce type de démarche-là puis de présentation-là pour qu'on choisisse le côté jardin. Ah, ça fit en plus! Moi, j'aime beaucoup ça, jardiner. Et qu'on aille plus vers des choix collectifs, davantage de réduction, justement, au niveau des inégalités, puis de faire en sorte qu'ensemble, on aille vers quelque chose qui soit plus intéressant pour tous. Parce que ce qui est important, je pense, de comprendre, c'est que en sociologie, il y a tous les points de bascule. Je ne sais pas si vous connaissez la notion des points de bascule. Absolument, les gens qui sont plus au niveau de l'environnement, puis des rôles en écologie comprennent les points de bascule parce que ça se vérifie dans la nature, en fait. Comme la forêt amazonienne était un puits de carbone jusqu'à temps que, chlouc, du jour au lendemain, ça switch parce qu'on avait trop coupé d'arbres, puis ça bascule complètement, directement, d'un coup, vers, ça devient un émetteur. Même chose pour les glaciers, tu sais, ils résistent jusqu'à temps que là, tout à coup, tchouk, ça s'effondre. Bien, c'est la même chose en sociologie. Il y a des points de bascule comme ça. Il y a des grandes transformations dans nos sociétés qui se sont opérées quand environ 25% de la population est convaincue qu'il faut faire un changement. J'arrive à la fin, hein? Ouais. 25%, donc pas 100% des gens qui doivent être convaincus et certainement pas non plus 50% plus 1, 25% seulement, ou 3% dans la rue, c'est selon. Puis ça s'est produit quand il y a eu le droit de vote des femmes, le droit à l'avortement, tout ce qui est le droit des communautés LGBTQ, tout ça. Donc, je pense que si on continue nos efforts, on a peut-être des chances de gagner la course parce que c'est une course d'atteindre le 25% en premier parce que le point de bascule, il peut s'opérer d'un côté comme de l'autre. Ah, voilà.